Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour Irène. Bonjour Laurent. Écoute, merci pour ta participation à cette émission Banous. Aujourd'hui, avec toi, on va parler de cloud et notamment de la souveraineté du cloud. Mais avant de parler de ce sujet qui est assez vaste, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc moi, je suis Irène Strajnik. Je suis Head of Product chez WooDrive, qui est une société qui a été fondée en 2001, donc il y a plus de 20 ans, et dont l'ADN est la confiance et la sécurité. Ok, très clair. Alors, c'est dorénavant une question que je pose à tous mes invités, c'est en quoi tu es légitime pour parler de cloud souverain, de souveraineté de l'hébergement, si je parle en bon français. Bien sûr. Donc, quand je parle de sécurité et de confiance, je parle en fait de ça, de souveraineté, mais pas que. Les solutions que nous avons conçues chez WooDrive depuis 20 ans sont des solutions qui visent à protéger le contenu sensible des entreprises et qui sont totalement souveraines. On pourra en parler après, il y a une petite différence entre confiance et souveraineté. Et nous avons obtenu la norme SecNumCloud de l'ANSSI en 2019. On était la première entreprise française à recevoir cette qualification. Nous ne sommes que 3, d'ailleurs en France, à l'avoir. Et elle nous a été renouvelée là, il y a quelques mois, pour encore 3 ans. Ok, très clair. Est-ce qu'on peut donner une définition de cet environnement ? De la souveraineté ? De la souveraineté et du cloud, ça concerne quoi ? Ça concerne de l'hébergement, des bases de données ? Est-ce qu'on peut faire un petit panorama de ce secteur ? Bien sûr. Je pense qu'il faut revenir un petit peu à un contexte, un chouïa plus large. Donc la souveraineté, traditionnellement, est entendue comme le pouvoir suprême exercé sur un territoire, sur une population, par un État indépendant et libre de s'autodéterminer. Okay ? Dans le numérique, on parle davantage d'indépendance numérique, mais on parle aussi de souveraineté, mais c'est un mot qui parfois fait un peu tiquer, pas forcément à juste titre. Dans notre société post-westphalienne, les contours de la souveraineté ont évolué parce que les frontières ont explosé. Ça s'est évidemment accéléré avec la mondialisation, avec la transition numérique. Et aujourd'hui, on se retrouve confronté à un nouvel équilibre des forces qui pousse les États, notamment européens, à réfléchir, à revoir leur politique, notamment de cloud souverain. D'accord, très clair. Alors, justement, on parle souvent de nécessité d'avoir un cloud souverain, d'avoir de la donnée hébergée en France. Et d'ailleurs, à titre perso, et moi je regarde que d'un point de vue marketing, j'ai l'impression qu'on confond souvent hébergement et accessibilité de la donnée, parce que finalement, le fait que la donnée soit hébergée sur tel ou tel territoire, fondamentalement, on s'en fiche si elle est accessible dans le monde entier. Enfin bref, ça c'est un autre débat, mais oui, en tout cas, on va en parler. On va en parler, ouais. Pourquoi c'est important ce sujet ? La souveraineté ? Exactement. Et le fait d'avoir un cloud souverain. Alors, la souveraineté, c'est important pour beaucoup de choses. Il y a les enjeux économiques, il y a les enjeux éthiques, il y a les enjeux géopolitiques. Être souverain, c'est aussi défendre des valeurs. C'est défendre notre droit en France et en Europe. On a un droit à la liberté d'expression, on a un droit à la vie privée. Et c'est le fait de ne pas être finalement géré par des États qui ne respectent pas ces lois, qui ne respectent pas ces codes. Tu parlais tout à l'heure de données. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 5 milliards d'utilisateurs connectés qui échangent de la donnée. Donc on parle souvent, quand on parle de big data, en fait on parle du nouveau pétrole. Okay. Donc comme toute richesse, il faut le raffiner d'une certaine manière. On est dans un contexte qui est très complexe puisqu'on est sous quasi-hégémonie des géants américains, les GAFAM, et des géants asiatiques, les BATIX. Okay. Qui concentrent en gros 80% des investissements digitaux et qui pour autant ont des lois qu'on dit nous extraterritoriales, qui ne sont pas en correspondance avec les nôtres, avec nos réglementations. Et donc il y a un enjeu à faire valoir nos réglementations, notamment la protection de la donnée sur nos territoires. Ensuite, à mon avis, il y a un enjeu très fort
pour les années à venir, qui est de construire une Europe forte, qui est capable d'être un vrai, finalement de rééquilibrer le monde, de s'opposer, pas forcément de s'opposer fortement, mais en tout cas d'exister face à l'Asie et aux US. D'accord, mais alors moi j'adore ce discours. Quand tu fais, et d'ailleurs j'adore le discours avec des gros guillemets de la French Tech, etc. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu entends parler toute la French Tech, tout le monde nous dit il faut utiliser des hébergements français, etc. etc. Quand tu grattes un peu, ils sont tous chez Amazon, chez Microsoft ou chez Google. Oui, c'est très contradictoire. En fait, c'est tout le monde a des grandes paroles, mais personne ne fait rien. Enfin, comment toi tu vois les choses par rapport à ça ? Alors, il y a une ambiguïté, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un travail initié par le gouvernement français notamment sur la notion de cloud souverain il y a quelques années, avec cette volonté justement d'avoir des solutions en hébergement souverain qui répondent aux enjeux de l'entreprise étendue, etc. Cette notion-là, elle a évolué récemment avec le cloud de confiance, qui a un peu aussi ouvert la porte, qui a tout à fait ouvert la porte à des solutions hybrides, hébergement souverain français, mais solutions américaines, en expliquant que c'est typiquement l'exemple de Sens, donc l'association de Google avec Thales, ou de Bleu, l'association de Microsoft avec Orange et Capgemini. Et ces entreprises-là ont annoncé qu'elles seraient Secnum Cloud, qualifiées par l'ANSSI, comme nous, qu'elles garantissaient une étanchéité aux lois extraterritoriales, tout en offrant un très haut niveau de sécurité et des solutions extrêmement simples d'usage et répondant aux enjeux des entreprises actuelles. En fait, c'est faux. C'est pas parce qu'on est localisé en France, qu'on est hébergé en France, qu'on échappe au coup des lois extraterritoriales. Ça, c'est un point qui est extrêmement important, qui mérite d'être très largement souligné. D'accord. Et qu'il a été récemment, grâce à une étude d'un cabinet américain qui a été commandée, j'imagine que tu l'as vu, par le gouvernement néerlandais, qui est paru fin juillet. Et qui explique qu'en fait, ce que nous, on dit depuis maintenant très longtemps, c'est que la localisation des serveurs n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la propriété du code. Okay, donc à partir du moment où tu héberges une solution américaine en France, pour autant, elle est soumise aux lois américaines. Ça veut dire que si demain, le gouvernement américain demande une extraction de données, ils le feront. Okay, et ça, qu'est-ce que ça pose ? Problème majeur, et notamment d'impact économique très fort. D'accord. Mais alors, si les Américains ou les Chinois, enfin les Asiatiques sont aussi forts, c'est qu'ils apportent néanmoins une vraie valeur à leurs clients. C'est impossible de les rattraper ou comment toi tu vois justement les choses ? Alors déjà, moi je dirais que ce n'est pas impossible parce que évidemment c'est ce que nous faisons avec mon équipe chez WooDrive. Non, la réalité c'est que les solutions Microsoft et Google sont évidemment très bonnes. Pourquoi ? C'est aussi parce que c'est des entreprises qui ont massivement investi chez elles-mêmes depuis des années. Et je parle de centaines de millions, voire de milliards d'investissements. En France et en Europe, on ne fait pas ça. Malheureusement, on ne le fait pas suffisamment. Nos capitaux ne vont pas forcément là où ils devraient. Et typiquement, c'est encore une fois l'exemple de Sens et Bleu. Pourquoi ne pas investir dans des entreprises françaises qui font des solutions qui sont ergonomiques, qui sont simples d'usage, qui répondent aux besoins des utilisateurs et qui sont 100% françaises, plutôt que d'aller finalement chercher un peu la facilité en s'associant à du Microsoft ou à du Google. Parce que finalement, ça les rassure. Parce que plus simple. Fait, c'est plus simple. Et puis pour le politique, ça doit flatter l'ego de parler à des big boss de Google. Peut-être. Ça, je m'avancerai pas là-dedans. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est pas la bonne voie. Et ça, c'est quelque chose qui, en tout cas chez nous et chez moi très, très fortement, provoque une forme de colère. Parce que finalement, s'associer à ces géants-là, c'est dire qu'on n'est pas capable d'innover en France. Et c'est faux. On le prouve tous les jours. Il y a tellement de licornes françaises. C'est bien la preuve qu'on a des bons talents. Moi, je le vois tous les jours avec mes équipes ici. Ils innovent en permanence. Ils sont agiles, ils sont créatifs, ils ont plein d'idées, ils sont rapides et efficaces. Et justement, il faut investir dans les entreprises comme WooDrive pour rééquilibrer progressivement les forces et progressivement construire, et ça on y travaille avec d'autres pays européens, une norme européenne. Très clair. Par rapport justement, tu parlais de ces partenariats entre entreprises américaines et entreprises françaises. Pour toi, c'est le seul risque ou tu vois d'autres risques qui peuvent en découler ?
Alors, pour moi, ça représente un risque majeur. Déjà parce que donc on ne respecte pas les réglementations européennes, françaises et européennes, donc c'était un premier problème. On crée en fait un peu un cheval de Troie aussi. Bon, je vais te donner un exemple. Il y a quelques semaines, j'ai participé à un événement, la journée la journée de la souveraineté à Lyon, organisée par Minalogic et par la Direction générale des armées. Et il y avait l'ANSSI. L'ANSSI locale qui est venue présenter un certain nombre de points. Data intéressante, Google et Amazon répondent favorablement dans 80% des cas à toute demande d'extraction de données par le gouvernement américain. 80% des cas. C'est-à-dire qu'en fait, le risque est absolument colossal. Tu penses à des entreprises, par exemple, de données de santé en France qui sont hébergées sur AWS, ça fait un peu froid dans le dos. Ça provoque quoi? Potentiel de revendre des données à des entreprises comme des assurances, ce genre de choses. Ça, pour te couper, excuse-moi Irène, ce chiffre, est-ce que nos auditeurs ils peuvent le trouver quelque part? Enfin, comment on source ce chiffre-là? Alors, ça, c'est effectivement, c'était une présentation de l'ANSSI en juin 2022. Je pense qu'il peut y avoir des choses qui sont publiques effectivement sur leur site à renseigner, mais en tout cas, c'est une réalité. Et en plus, dis-toi bien que leur système judiciaire n'est pas le nôtre. C'est-à-dire qu'un shérif aux États-Unis, c'est un juge. Donc le shérif d'une bourgade peut gentiment aller récupérer des données sensibles. Et le contenu sensible d'une entreprise, c'est quoi? C'est en fait toutes les données RH, les données comptables, tout ce qui concerne les fusions, acquisitions, la stratégie de la boîte, les brevets, autant d'éléments qu'on a envie de protéger. Mais ça, alors pour avoir fait ma petite enquête pour préparer cette émission, il y a des gens, alors c'est toujours nul de commencer une phrase comme ça parce que c'est pas très précis, mais en ayant plusieurs lectures, j'ai lu qu'il existait des proxys pour justement faire en sorte que la donnée qui serait utilisée par le shérif, elle serait inutilisable parce qu'elle serait complètement pseudonymisée ou anonymisée suivant les cas. J'ai lu un peu tout et son contraire par rapport à ça. Toi, pour toi, vraiment, clairement, un shérif américain du Texas s'il le demande, peut avoir accès. Ok. Très clair. Il demande, il récupère. Et derrière, je pense que, les entreprises ont un double enjeu. C'est un enjeu lié à la cybercriminalité. Il faut pas se faire attaquer, et puis un enjeu lié aussi à l'accessibilité du contenu. Nous, on travaille principalement pour les OIV et les OSE, donc les organismes d'importance vitale et de services essentiels. Imagine demain une attaque cyber. On n'a plus d'électricité. Rungis n'est plus alimenté. On peut plus tirer d'argent à la banque, au guichet en bas. Il faut quoi? 2 jours, 3 jours pour que ce soit qu'il y ait des émeutes absolument partout dans le pays. Donc ces entreprises-là, leur contenu est extrêmement important, il doit être protégé, il doit être sécurisé, et il ne doit pas non plus tomber entre de mauvaises mains. Des gens qui voudraient s'en servir pour l'espionnage industriel. C'est pour ça que je te parle aussi d'enjeux économiques. C'est qu'il y a un enjeu économique direct pour l'entreprise qui va se faire attaquer ou qui aurait un extract de données parce que elle peut, son activité est par exemple interrompue. Et dans le cas du Cloud Act où effectivement une partie de ces données serait transférée, il y a un risque d'espionnage industriel, de perte de compétences, de perte de poids financier, etc. Ok, très clair. Alors, je voudrais revenir sur un côté un petit peu plus marketing que je vis tous les jours, en fait. Enfin, tous les jours, non, mais en tout cas, c'est une question qui revient souvent. C'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite différence, une petite incompréhension entre le fait d'héberger des données sur un territoire précis et le fait de pouvoir y accéder. Tu réponds finalement, parce que finalement, ce que tu me dis, c'est... quand bien même ma donnée serait en France, si un est hébergé par une boîte américaine, si un juge américain souhaite y accéder, il y accédera. Donc il y a un vrai... Ça, c'est la loi extraterritoriale qui permet ça. Donc c'est le Cloud Act et le Patriot Act. D'accord. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas la localisation des serveurs qui compte, c'est la propriété du code. En fait, c'est le contenu de la solution. Ces solutions, elles sont américaines, elles sont administrées par des Américains, le support est américain, et l'étude qu'a commandée le gouvernement néerlandais à ce cabinet d'avocats qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Greenberg Traurig, quelque chose comme ça. En juillet, leur conclusion, en plus ils sont américains, donc je te doute bien que pour le coup il n'y a pas de soupçon d'indulgence. Leur conclusion, c'est que
ces solutions-là n'échappent pas au droit extraterritorial. Okay, donc, à partir du moment où tu héberges une solution américaine sur un environnement souverain français, pour autant, tu n'échappes pas au Cloud Act. Et ça va encore plus loin, c'est-à-dire que si, par exemple, tu as un employé américain, c'est pareil. Si tu utilises des logiciels, donc quelle solution, c'est la même chose. Donc, il faut vraiment leur recommandation, c'est presque d'ailleurs de créer une muraille de Chine pour se prémunir de ce type de risque. Et c'est faisable ? Nous, c'est ce qu'on fait. D'accord. Nous, c'est ce qu'on fait. Nous, Woodrive, on est Secnum Cloud, on est qualifié par l'ANSSI, on est une entreprise française hébergée en France qui fait des solutions qui sont qui sont totalement sécurisées by design. Et c'est ça, c'est notre engagement envers nos clients, c'est de protéger leur contenu, à la fois de tout potentiel d'attaque, mais aussi de perte de données et de faire un bouclier avec ces lois extraterritoriales. Ok, très clair. Merci Irène. Est-ce que, pour terminer la question rituelle, où est-ce qu'on peut te suivre ? Est-ce que tu proposes du contenu sur cette thématique ? Oui, sur LinkedIn. N'hésitez pas, j'aime beaucoup publier sur ce sujet. Et je ne suis pas la seule chez Woodrive, donc il y a beaucoup de publications qui circulent. Différents salons auxquels on va participer encore ces prochaines semaines, notamment le Forum Cybersécurité en Belgique en octobre, les assises évidemment de la sécurité, où je parlerai d'un sujet très intéressant d'ailleurs de consortium franco-européen. Donc voilà, et puis après il y a pas mal de lectures qu'on peut trouver un peu partout sur internet sur le sujet. T'as énormément d'articles très fournis sur le Cloud Act, et évidemment je recommande la lecture de l'étude faite par ce cabinet d'avocats qui est extrêmement instructive. Ça on la mettra sur le site internet. Excellente idée. Merci beaucoup Irène. Je t'en prie, merci Laurent. À bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.